À l'occasion du colloque Changement climatique, quelles conséquences et quelles stratégies d'adaptation pour les grandes cultures, François Bert, directeur de l'Institut technique du lin, a présenté les conséquences pour cette culture du changement climatique. Le cas du lin est intéressant à plus d'un titre. Brièvement, il me faut rappeler que les variétés de lin inscrites au catalogue officiel, qu'il s'agisse de variétés de lin fibre ou de lin graine, sont majoritairement des variétés de printemps. Et il me faut préciser également que le lin est une espèce particulièrement sensible à toute forme de carence et d'excès. Donc c'est une espèce qui réagit très très vite aux conditions environnementales. Alors, sur la diapositive qui vous est présentée, vous avez une illustration de ce que donne le lin au plan qualitatif dans des conditions jugées normales de culture et à gauche et dans des conditions de chaleur extrême et de déficit hydrique à droite. À gauche, les conditions normales, donc ce sont des conditions de température inférieure à 25 degrés, je le soulignais tout à l'heure, et ce sont des conditions de disponibilité en eau de l'ordre de 180 mm, d'au moins 180 mm en avril, mai et juin, qui sont les 3 mois cruciaux pour la culture. Et donc dans ces conditions, eh bien, on a des fibres qui sont parfaitement remplies, et puis des graines évidemment de qualité. À droite, en conditions de chaleur extrême et de déficit hydrique, donc avec une alimentation en eau inférieure à 180 mm en avril, mai et juin, on a des fibres, c'est parfaitement illustré par l'image au milieu à droite, on a des fibres qui sont creuses. Donc on imagine bien que ce sont des fibres qui vont être cassantes et dont la qualité va être absolument médiocre. Et puis les graines ne sont pas non plus de bonne qualité. Alors, diapositive suivante, ça porte sur le volet quantitatif. Donc cela illustre les rendements du lin fibre et du lin graine en conditions de croissance normale et de déficit hydrique. À gauche, le graphique vous présente les rendements de 6 variétés de lin fibre, respectivement en 2008, 2009, 2010 et 2011, et ces variétés ont été cultivées dans la même parcelle, pour ainsi dire. Et cette parcelle se situait en Seine-Maritime. J'aurais pu prendre d'autres exemples correspondant à d'autres départements, les résultats auraient été les mêmes. Et que constatons-nous? Nous constatons qu'il y a une relation très très étroite entre les rendements en paille, ou les rendements en fibre, et la disponibilité en eau en avril, mai et juin. C'est absolument criant et ça illustre parfaitement le fait que l'eau est un facteur particulièrement limitant pour le rendement en fibre du lin. Alors, graphique de droite, il concerne le lin graine. Vous avez illustré les rendements en graines exprimés en quintaux par hectare pour 5 variétés. Alors, ce sont des résultats de 2011, donc tout récent. Vous avez les deux groupes d'histogrammes de gauche qui vous montrent une situation de culture dans le département 28, c'est l'Eure-et-Loire, en situation de limon moyen, mais vous avez une situation irriguée et une situation non irriguée. Et donc vous voyez qu'entre les deux, vous avez 10 quintaux de différence, c'est énorme. Vous avez, c'est le troisième groupe d'histogrammes, vous avez une situation de culture de lin graine dans le même département, juste à côté de la situation précédente, mais en limon profond. Dans ce cas, le lin a développé un système racinaire très profond, a bénéficié d'une disponibilité en eau accrue, et on voit que les rendements sont les mêmes, pour ainsi dire, que dans une situation de limon moyen avec irrigation. Et puis à droite, deux situations, l'une dans la Somme, l'autre dans le département de l'Eure, des situations de déficit hydrique importantes, et on voit dans ces conditions de non-irrigation que les rendements décrochent véritablement. Alors, autre point à préciser, ces situations de déficit hydrique génèrent des problèmes importants de maladies, et il y a une maladie en particulier sur laquelle il faut insister, c'est la verticilliose.
C'est une maladie qui s'est exprimée fortement en 1976, année sèche, en 2003, année sèche, et toutes les années sèches depuis 2003. Et on sait que cette maladie est favorisée de façon très importante par des températures comprises entre 22 et 28 degrés et une situation d'humidité relative très faible. Bon, il y a d'autres facteurs favorables à l'expression de cette maladie, mais les deux principaux sont bien liés au climat. Quelles sont les voies de progrès attendues et finalement quelle stratégie d'adaptation pour le lin? Eh bien, de notre point de vue, cette stratégie, elle passe par la sélection de variétés de lin d'hiver, qu'il s'agisse de lin fibre ou de lin graine, pour éviter simplement les périodes à risque. Puisque ces variétés, au-delà d'être tolérantes au froid, elles résistent à peu près à moins 13, moins 15 degrés, eh bien, elles sont plus précoces d'au moins 1 mois par rapport aux variétés de printemps. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, les variétés de lin fibre d'hiver sont en faible nombre, mais elles représentent une part de marché insignifiante, mais les rendements obtenus à partir de ces variétés en 2011, année critique au plan climatique pour le lin fibre, montre qu'elles s'en sortent parfaitement en conditions difficiles, en conditions de déficit hydrique. Je crois même qu'il y a eu des rendements records avec des variétés de lin fibre d'hiver cette année. Donc c'est bien la preuve qu'elles sont potentiellement une solution en situation de changement climatique. S'agissant du lin graine, je précise qu'en 10 ans, les variétés d'hiver ont atteint 65% des surfaces. On est parti de zéro. Et le lin graine s'est globalement développé et dans des régions, on va dire, plus continentales, de plus en plus continentales, au climat plus sec, dans des conditions plus séchantes. Et donc, on a bien vu que le lin d'hiver, les variétés d'hiver, étaient une solution dans ces conditions. Voilà, alors quel programme structurant pour faire face à ces conditions de changement climatique? J'en cite 3 très rapidement. Le premier, c'est un projet qui porte sur la verticilliose du lin, donc maladie de sécheresse. C'est un projet qui est cofinancé par France Agrimaire, qui a pour partenaires les principaux sélectionneurs de variétés de lin et un institut de recherche agronomique en Belgique. Et il s'agit d'identifier les facteurs de résistance des plantes aux pathogènes vecteurs responsables de la verticilliose, afin d'évaluer au mieux le comportement des variétés de lin vis-à-vis de cette maladie. Il s'agit aussi d'évaluer les inoculats nombreux de Verticillium d'Aliae dans les sols français, attendu que nous avons mis en évidence le fait qu'il y avait des relations fortes entre l'origine géographique de ce pathogène, la morphologie des souches de ce pathogène et leur pouvoir pathogène. Le deuxième projet, donc, qui porte le nom de Résive pour résistance à l'hiver, donc est un projet en partenariat avec l'INRA, le Septium, Terre d'innovation et les sélectionneurs de variétés de lin. Il consiste de façon très brève à favoriser le type hiver. C'est un appui à la sélection, tout simplement. On m'indique qu'il faut aller très vite, donc je souligne le dernier projet. Il s'appelle donc EEST Climatech. Il vise à identifier les systèmes de défense du lin associés à la verticilliose encore, mais aussi à la fusariose, qui est une maladie accentuée par les conditions de sécheresse. C'est un projet mené en collaboration avec l'IBP, Biogema et les sélectionneurs de variétés de lin. Ces 2 derniers projets sont cofinancés par le CASDAR sur appel à projet. J'aurai l'occasion d'y revenir.